Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la race. Quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Hétérotopie. On se retrouve aujourd'hui avec deux rédacteurs. Le premier, Nicolas Garcia, bonjour. Bonjour. Et le second rédacteur, Anthony Morera, bonjour. Bonjour. Et moi-même, Jean-Baptiste Navarrete. On va parler aujourd'hui d'un film donc de Pentagon Papers, film de Steven Spielberg avec Meryl Streep qui joue ici le rôle de Katharine Graham et qui est un rôle donc celui de la directrice générale du Washington Post. On retrouvera également Tom Hanks qui joue Benjamin Bradley qui est le rédacteur en chef du Post. C'est donc la première collaboration directe entre Meryl Streep et Tom Hanks. On retrouvera également Bob Odenkirk, qui est un excellent acteur d'ailleurs, qu'on a pu voir dans la série Breaking Bad par exemple. À noter aussi la musique de John Williams, qui est vraiment incroyable. Et donc le film raconte l'histoire de la fuite des Pentagon Papers, donc un rapport de la direction des armées sur la guerre du Vietnam par l'ensemble de la presse américaine. Donc c'est pour ça que la première question que j'ai envie de vous poser à vous deux, c'est: est-ce que ce film-là représente un grand film sur la liberté d'expression de la presse, Nicolas ? Oui, sans suspense, évidemment. C'est un grand film sur la liberté d'expression, déjà parce que pour moi, je considère l'événement historique comme une rupture dans dans le continuum de l'histoire de la presse. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une forte connivence politique notable presse, qui étaient eux-mêmes des notables, et à la suite de ce film, je dirais qu'il y aura une plus forte connivence entre la presse, donc des notables, mais qui seront qui perdront en influence vu qu'ils seront moins soumis aux politiques et donc moins accrochés à une bourgeoisie. Mais par contre, il y aura de nouvelles liaisons qui vont se créer et qui seront des liaisons purement économiques. Donc ce film et l'événement qu'il raconte marque vraiment historiquement le début de l'ingérence du capitalisme dans l'espace de la presse. Pour faire simple, je pense que ça a une valeur d'autant plus historique que on parle d'un événement qui va profondément marquer l'identité américaine. On parle quand même de papier qui explique pourquoi la guerre du Vietnam était perdue et pourquoi les États-Unis continuaient à envoyer les enfants des Américains se faire tuer au Vietnam pour absolument plus aucune raison, vu que la guerre était terminée. Évidemment, mais je pense qu'Anthony en parlera mieux que moi, il y a des liens qui peuvent être faits par rapport au président des États-Unis actuel, mais je pense que l'objet du film, avant de rentrer dans la pure esthétique, c'est vraiment l'idée qu'il y a un passage de relais à l'intérieur de l'histoire de la presse entre le pouvoir et le pouvoir économique. Faut dire que le film arrive à un moment assez bizarre. À la fois, il est extrêmement raccord avec l'époque, et en même temps, on a l'impression qu'il arrive dans la filmographie de Spielberg, alors que celui-ci avait, semble-t-il, stoppé ses films historiques. Parce qu'on se rappelle, à partir de Cheval de guerre et jusqu'au Pont des espions, on a eu cette trilogie historique qui explorait vraiment la mythologie de l'Amérique, et tout d'un coup donc on a eu Le Bon Gros Géant, et on avait aussi Ready Player One qui est annoncé, donc en gros un retour au blockbuster fantastique qui est un peu ce qu'il y avait. Spielberg est aussi connu pour ça, et là donc tout à coup on a Pentagon Papers qui a été produit pendant la post-production de Ready Player One, et qui arrive un peu comme on sent qu'il y a une urgence pour Spielberg de parler de ce sujet-là
aujourd'hui. Alors, tu l'as expliqué, Nicolas, parce que il y a évidemment des échos entre cette rupture, enfin qu'en fait la rupture dont tu parles, en fait, on voit les conséquences qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que on a une presse qui est aux mains des grands groupes financiers. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas dans beaucoup de pays développés. Donc on voit que le film montre un peu que cette progression du capitalisme et le problème qu'elle pose dans la liberté de la presse, elle est arrivée aujourd'hui à un point de radicalisation tel qu'il fallait en parler. C'est la même chose pour la question du politique. On voit qu'aujourd'hui, il y a en tout cas aux États-Unis, il y a une défiance réciproque entre le politique et la presse. On va pas épiloguer sur les frasques de Donald Trump, mais on voit que c'est quelque chose qui est très contemporain en tout cas, et qu'on sent c'est que dans cette urgence se ressent à mon sens dans la mise en scène au final, et dans cette oui, Nicolas. C'est juste que, juste pour revenir très rapidement sur Donald Trump, c'est amusant de voir à quel point celui qui représente vraiment le président des financiers est aussi caricatural vis-à-vis de la presse, parce que le film montre clairement que avec l'entrée en bourse du Washington Post, que le passage de relais s'est fait, et normalement le pouvoir financier devrait contrôler la presse. Et il se trouve que cette élection était quand même la vieille politique représentée par Hillary Clinton, qui a été rejetée en grande partie, même si en nombre de voix elle a gagné. Normalement, si d'après tous les observateurs et notamment la presse, elle aurait dû rouler sur Donald Trump. Et l'idée, c'était vraiment que ce n'était pas elle qui représentait la finance, c'était Donald Trump. Et Donald Trump a inversé ce rapport. Il était le peuple, il était celui qui, il représente le peuple, mais les grandes parenthèses, je représente le peuple blanc. C'est ça qu'il a voulu démontrer à travers sa campagne. Mais surtout par rapport à la presse, il y a quelque chose de marrant qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que nous présente le film, ce passage de relais, n'est pas arrivé. C'est-à-dire que la presse a pris le point de vue d'Hillary Clinton, malgré toutes les problématiques qui entouraient ces différents mandats, malgré les différentes problématiques qui entouraient son mari, Bill Clinton. Elle a échoué, la presse était avec elle, mais ça n'a pas suffi. Du coup, on est en train de se rendre compte que l'espèce de paradigme très clair du film était vrai à un passage de relais qui s'est étalé sur la durée. Je suis pas en train de dire que les Pentagon Papers ont tout cassé, mais qui s'est fait entre en gros les années entre l'affaire du Pentagon Papers et les années 90. Et normalement, on est arrivé dans les années 2000 où la finance contrôle les médias. En France, on le voit très bien, où 5-6 grands groupes financiers contrôlent l'ensemble de la presse. Et voilà, c'était juste pour revenir sur ça. Et Anthony ? Et pour autant, on peut pas dire que c'est un film démocrate dans le sens où il serait partisan du camp Hillary Clinton, disons, puisque on sait que ce qui a causé la perte d'Hillary Clinton, c'est justement la question des mails qui ont été révélés donc par la presse. Au contraire, Gérald Levy me raconte même le contraire. Voilà, donc c'est le contraire. Donc finalement, le film, plutôt que d'avoir une position partisane, il est il s'enracine dans des valeurs mythologiques américaines, qui sont notamment celles du premier amendement de la Constitution, à mon sens, ce retour-là, il lie profondément ce film aux 3 films historiques qui l'ont précédé, donc Cheval de guerre, Lincoln et Le Pont des Espions, et qui dit vraiment que cette tendance néoclassique de Spielberg, en fait, elle lui donne à la fois il traite de sujets historiques, mais qui sont profondément contemporains et qui disent quelque chose de cette période. On sait que Spielberg, c'est sa période 2010 qui a vu naître ces films. Et comme si en fait il sentait que ces valeurs devaient être retravaillées, ces mythes devaient être retravaillés et réactivés, puisque le peuple américain en aurait besoin, et que la nation américaine devait
se retrouver autour de ces valeurs-là dans le but comme s'il fallait réparer quelque chose, qu'il y avait quelque chose de brisé au niveau de ces valeurs. On va passer donc maintenant au point de vue esthétique du film. Alors plein de niveaux différents. On parlait aussi de la musique tout à l'heure, par exemple. Anthony, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Alors c'est un film qui a l'air d'avoir été fait comme je disais, dans l'urgence, qui a été fait sur une très courte période, même si Spielberg tourne assez vite en général. On a un film qui est constamment en mouvement. Paul Thomas Anderson avait comparé ce film-là à du Max Ophuls, donc maître du travelling et du plan séquence. Alors sans peut-être atteindre ce niveau-là, on est dans une idée que c'est des personnages qui sont constamment en mouvement et que il faut la forme du film dit qu'il faut courir pour attraper l'histoire, que l'histoire est en marche et que c'est une espèce de course contre la montre et que les enjeux, que des enjeux historiques, politiques, économiques se jouent à un instant très précis. Le film s'étale sur quelques jours à peine, donc il y a une effervescence qui est vraiment reprise dans la mobilité de la caméra, tout le film est quasiment tourné en grand angle. C'est vraiment un film d'intérieur avec des personnages une caméra qui fait des circonvolutions dans l'intérieur d'un espace avec des personnages qui sont sans cesse en mouvement. Donc on a vraiment cette idée d'urgence, et vraiment, je pense que les deux pivots de cette énergie, c'est à la fois Tom Hanks et Meryl Streep. Tom Hanks, donc, qui est le rédacteur en chef du Washington Post et qui disons, est on a l'impression qu'il a ce côté un peu coach sportif avec sa rédaction qui les pousse vraiment à dénicher le rapport pour pouvoir enfin le publier. Il y a aussi par exemple le film est assez Spielbergien, par exemple, dans cette scène incroyable où on voit le journaliste qui a récupéré le rapport, qui va faire des photocopies dans une salle obscure, et tout à coup on a la fameuse lumière révélatrice qu'on voit dans tous les films de Spielberg, cette espèce depuis Rencontre du troisième type, cette espèce de lumière divine qui vient souvent comme une révélation pour le personnage, et là cette lumière elle vient de la photocopieuse, et on a l'impression que comme si en fait la révélation c'était cette fois le papier, en gros comme si l'information qui était contenue dans le papier, donc qui était gravée dans le marbre, elle faisait office de table de la loi, comme si en fait l'information, et là encore le parallèle intéressant à faire avec aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on est dans une information qui est digitale, qui est impalpable. Spielberg dit on retourne à une information papier et ne filme quasiment que ça, une espèce d'aller-retour de papier. Ce serait ce que raconterait le film, les aventures de bout de papier. Et il rend ça, on a l'impression vraiment d'avoir pourtant l'énergie folle d'un film d'espionnage. On a l'impression que quand les papiers sont lâchés dans la rue, on a l'impression que c'est vraiment des bombes qui sont lâchées d'un avion. Enfin, il y a vraiment ce côté énergie folle du film. Oui, moi je pense qu'il y a il y a un double point que j'aimerais aborder. C'est tout d'abord, je pense que l'esthétique générale du film est collée en fait au personnage de Tom Hanks. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, tu parlais qu'on court en permanence derrière le film, que le film va très vite, c'est Tom Hanks en fait qui court derrière le film en permanence et qui va toujours impulser qui va toujours impulser la mise en scène en fait. Même la mise en scène, même les mouvements de caméra, on a l'impression qu'ils ont une dixième de seconde de retard par rapport à lui. Je pense surtout à la séquence quand il est chez lui, où les panneaux, où la caméra ne le suit pas assez vite, à partir du moment où une personne téléphone, Tom Hanks disparaît, qu'est-ce qu'il fait? Boum, on le retrouve à son téléphone, en train lui-même. On a l'impression qu'il est à 1000 endroits en même temps. Et c'est vraiment l'idée, ça serait vraiment l'idée d'un espèce de journaliste un peu héros, mais dans le sens vraiment
mythologie grecque du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va surmonter tous les obstacles un par un. Il n'y a presque pas de suspense. Ce film, il est vraiment... d'ailleurs, pour qui connaît l'affaire, il n'y en a pas. Hein. Historiquement, le film suit une ligne impeccable. Mais il y a vraiment cette impression que l'histoire va se dérouler, il va parvenir à ses fins, mais en surmontant sans cesse des obstacles qui sont quand même des obstacles mythologiques dans le sens, quand on parle des États-Unis, dans le sens premier du terme. Ça va être le New York Times, donc qui est un monstre à lui tout seul aux États-Unis. Ensuite, on va se rendre compte que le New York Times, vraiment à la manière d'un conte, est l'allié et qu'en fait l'ennemi est le pouvoir politique et donc on a un Nixon qu'on voit, qui est terré dans sa Maison Blanche, qu'on voit toujours de dos à sa fenêtre, une espèce de Hadès du pouvoir américain qui aurait repris un pouvoir, qui tiendrait à son pouvoir divin, mais qui... Au bout d'un téléphone, d'ailleurs, il y a beaucoup de téléphones ensuite. Toujours au bout d'un téléphone, oui. Et on a l'impression que le téléphone de Nixon n'est pas au même niveau que celui de Tom Hanks, parce que Tom Hanks combat par ce téléphone quand Nixon donne des injonctions en permanence. Quand on a l'impression que Nixon domine le monde entier par son téléphone, Tom Hanks juste cherche à accomplir sa tâche. Donc tout ce côté esthétique et mythologique est pour moi, toute l'esthétique du film se retrouve dans le personnage de Tom Hanks. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en effet un personnage qui va très vite. On a l'impression que les moments où il se pose, c'est alors soit dans des... il y a quelques moments, disons, avec sa femme, mais même là encore, on a l'impression qu'il est même aux yeux de sa femme, c'est un fantôme, enfin que sa femme ne le voit jamais. Quand il rentre, elle dort déjà. Quand il y a une scène très belle et qui dit beaucoup de choses du personnage, on comprend que le personnage a été un ami proche du couple Kennedy. Et que il y a un épisode traumatique, c'est le meurtre de Kennedy, et que Jackie rapporte le corps avec le fameux tailleur ensanglanté auprès de Tom Hanks, et lui dit tout ce que vous avez vu là, vous ne pourrez pas écrire dessus. Et là, Tom Hanks, il est pris entre son devoir de journaliste et son amitié pour ce couple. Et là, on sent qu'en fait ce que doit dénouer Tom Hanks, ce n'est pas qu'une question de valeur, enfin une question morale, c'est une question aussi intérieure. On voit que ce qu'essaie de résoudre Tom Hanks, c'est ce qu'il n'a pas pu résoudre, c'est-à-dire que une espèce d'indépendance totale et que comme son personnage d'ailleurs dans Le Pont des Espions, c'est un espèce d'idéaliste obsessionnel et qui doit absolument se mettre au service de son pays et de la Constitution. Oui, par rapport, j'aimerais revenir sur un point que tu as abordé plus tôt, c'est-à-dire une idée, cette idée de flash blanc des imprimantes. On a l'impression que tout le début de la filmographie de Spielberg, en tout cas depuis, tu as raison, rencontre du troisième type, il filme cet inconnu, cette découverte et tous ces éléments symboliques qui seraient des pures créations fantasmes en fait, qui auraient une représentation symbolique concrète pour la plupart du temps, parce que Spielberg est quelqu'un qui travaille beaucoup les symboles, mais qui serait toujours de l'ordre du rêve, il y a quelque chose souvent de christique, enfin c'est une révélation au sens biblique du terme. C'est ça, vraiment l'idée, c'est toujours une aura, mais qui suit quelque chose, en tout cas un élément pour le coup fantastique. Et c'est vrai que ce qui avait déjà amorcé le Pont des Espions, je trouve que ce film le réussit de manière va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le Pont des Espions, je ne sais pas si tu te rappelles le moment dans le Pont des Espions où on retrouve cet aspect de la mise en scène. Bon, enfin, moi, en tout cas, l'un de ces aspects que j'ai dans la tête, c'est au moment où il est dans le train et qu'il franchit le mur. Il y a ces grands spots blancs qui surveillent la zone morte de Berlin, donc entre les deux parties du mur, et où il voit ce qui se passe. Donc et c'est montré par ces grandes... Donc il a une révélation, et il a une révélation d'importance historique de ce qu'il est en train de faire.
Après, sur ce film précisément, l'importance historique est encore plus forte puisque encore le Pont des Espions continuait dans la lignée de montrer quelque chose de vraiment qui retourne qui retourne le cerveau, c'est-à-dire en compte du troisième type on voit quand même des aliens, E.T. on voit quand même un alien, et là le Pont des Espions on voit quand même qu'il y a quelque chose que personne n'a vu, c'est-à-dire ce qui se passait entre les deux murs. Alors que là, on voit un journal qui est sorti à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis et qui se fait imprimer. Donc, c'est cette idée que la révélation serait une révélation du passé. Et pour moi, c'est vraiment la première fois que Spielberg le fait de manière aussi claire. Ça veut dire qu'il fait autant confiance à cette manière de mettre en scène sa révélation sans mettre en scène quelque chose d'absolument extraordinaire ou retournant. J'aimerais qu'on aborde un tout petit point avant de passer à une autre question, quelque chose auquel je tiens. On n'en parle pas souvent, c'est l'aspect de la musique. Et là, on peut avoir dans nos oreilles pendant ce film la musique donc composée par le grand monsieur John Williams. Est-ce qu'on pourrait en parler un tout petit peu quand même de cette musique qui est quand même tout à fait intéressante? C'est marrant, oui, John Williams dans un film aujourd'hui, en dehors d'un Star Wars ou d'un grand blockbuster, c'est que j'avais l'impression de regarder un film d'il y a une quinzaine d'années. C'est un espèce, alors, je sais pas, j'ai pas analysé la musique précisément, même si en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est sublime et que en même temps, il faut elle prend pas la place de la mise en scène. On n'est pas dans ce que fait Hans Zimmer. Elle est assez discrète, elle est plus discrète que d'habitude. Souvent, on a carrément des scènes musicales chez Spielberg. Là, elle est plus en sourdine, mais c'est une musique extrêmement saccadée, une musique vraiment de tension, qui accompagne vraiment la tension du film et qui est une musique qui rythme. Voilà, très rythmique. C'est vraiment l'idée que la musique est soumise à Tom Hanks en fait. Voilà, pareil, c'est vraiment un centre, le centre névralgique du film, Tom Hanks, et la musique est soumise à Tom Hanks. Comme vous le disiez, Tom Hanks court après le film, la musique court après Tom Hanks, et cette espèce de... C'est un aspect de la mise en scène, et c'est ça qui est très bien fait, et tout le temps chez Spielberg d'ailleurs. C'est que la musique est une pure étape de sa mise en scène. Mais par contre qu'elle ne prend jamais la place de l'être humain ou éventuellement la créature numérique. Il y a peut-être une scène musicale dans le film, c'est le moment où en fait les Pentagon Papers sont envoyés à l'imprimerie, et on a cette scène incroyable où on voit la naissance les tables de la loi de 71, en gros, qui s'impriment sous les yeux, et ils montrent vraiment l'acte d'impression et le papier. Une fois que le journal est imprimé, on a tous les membres du journal qui sont tous en train de lire, comme si il y avait cette révélation qui était faite comme Moïse au sommet du mont Sinaï. Il y a vraiment cette dimension religieuse dans la presse, dans le papier. Et puis cette impression aussi que tous les membres de la presse, en tout cas du Post, connaissent l'importance historique, en tout cas s'en rendent compte au plus profond d'eux. C'est-à-dire que tous les personnages ont l'urgence et ça parle même de démission à un moment. C'est-à-dire que pendant tout le film, tous les personnages sont tellement à cran et ont tellement cette importance de sortir ce papier que cette scène musicale, comme tu dis, va être une véritable la naissance, le climax du film en fait, alors que l'air de rien, il filme en gros plan des journaux en train de passer à la machine, quoi. Il y a une vraie chape de plomb sur le personnage. Ils sont menacés la prison les menace. Il y a vraiment quelque chose de très lourd qui pose sur eux, et ils sont vraiment montrés comme des héros modernes. C'est vraiment des gens qui ont un sens du devoir, même ce côté très professionnel. Le Spielberg est fasciné beaucoup aussi par ces gens qui font leur travail admirablement et qui sont vraiment des moteurs pour la démocratie. Nicolas. Et puis techniquement, rapidement, si on veut parler de la musique en tant que telle, je l'ai pas encore dit, mais je dirais que c'est un symphonisme pur. En tout cas sur l'orchestration. Après, comme t'as dit Anthony, c'est une musique très rythmée, donc c'est très particulier parce que tu peux pas simplement dire que c'est du pur symphonisme comme ça se faisait dans les années 70 si la mise en scène domine
tellement l'aspect musical en fait. Mais par contre, oui, si pour ceux qui se demandent, on est vraiment dans le style de John Williams à état pur. Il s'est pas trahi, ouais. On va passer à une troisième partie maintenant, qui est celle de la question du féminisme dans Pentagon Papers. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect du film? Si Tom Hanks contrôle la mise en scène, je dirais que Meryl Streep contrôle le fond du film, Oui. de manière absolument totale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a exposé au début de ce podcast, sur la tension entre deux mondes, deux mondes en mouvement, et surtout la tension de la rupture du continuum de l'histoire du journalisme, Meryl Streep l'incarne. Et deuxième importance fondamentale du film, la question, comme tu dis, Jean-Baptiste, du féminisme. Le féminisme, il est incarné de manière plutôt douce dans le film, et surtout sans jamais trahir l'aspect historique. C'est-à-dire que déjà le film est basé sur le roman enfin les écrits du personnage principal, donc la directrice du poste, Catherine Graham, donc c'est elle-même qui a écrit cela avec toute la naïveté dont elle faisait preuve à cette époque, et surtout le changement de paradigme qu'elle a subi en plein milieu de ces événements. Et on sent vraiment une rupture sur une scène qui dure, une scène téléphonique absolument incroyable, qui tourne autour de Tom Hanks, comme tout dans la mise en scène, le débat tourne autour de Tom Hanks, le rythme, c'est le contradicteur principal, mais le point de rupture apparaît au moment où Catherine Graham, donc le personnage de Meryl Streep, dit ok, faisons-le, c'est parti, en public. Et elle le dit sans donner aucune raison, ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle est directrice du Washington Post, et pour la première fois de sa vie, elle décide de ne pas donner de raison à la sortie de ce papier. C'est ça qui est très beau, c'est que on a l'impression, au début du film, il y a beaucoup notamment tout le début du film est dirigé par cette question du passage en bourse du poste. On a ces banquiers, ces conseillers qui marchent, il y a un travelling qui les suit, et on voit toujours que Catherine Graham, elle est en retrait, qu'elle a du mal à s'intégrer dans ce monde d'hommes. Souvent elle rentre, il y a des scènes assez comiques, des raccords comiques, elle rentre dans une pièce où toutes les femmes la regardent, tout à coup, les femmes sont devant une porte fermée, elle ouvre cette porte et tout à coup il y a que des hommes qui se retournent vers elle, et on voit que le monde de la banque, en tout cas, est un monde d'hommes. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que cette scène téléphonique, je pense qu'elle est majeure, c'est qu'elle retourne ce rapport-là, et qu'elle devient vraiment le pivot même du montage, en fait, puisque elle est au téléphone avec il me semble trois personnages en même temps, qui lui donnent les arguments du pour et du contre, et elle donne cette décision, et elle sait également que la prison l'attend potentiellement de par cette décision. Et elle la prend comme si, comme Tom Hanks, elle était travaillée par quelque chose de plus grand qu'elle, qui est ce devoir moral qui ne doit pas fléchir, et qui vraiment fait de eux des héros, mais presque des héros malgré eux. Au final, ils savent tout le poids de la décision, mais ils ne mesurent pas toutes les conséquences de leur acte, qu'il aura dans l'histoire. J'y mettrais une nuance par rapport justement à ce personnage, et je trouve c'est ce qui va donner toute la dimension à ce film. C'est-à-dire que le personnage de Tom Hanks est un héros dans le sens machine, c'est un Hercule, c'est les travaux qui avancent un par un, et il est sans cesse en action. Ce qui arrive avec Kathleen Graham, donc à Meryl Streep, c'est qu'elle n'est pas dans l'action. Oui. À aucun moment elle est dans l'action, et cette décision, elle la prend alors même qu'elle vient de sortir de sa fête d'anniversaire, où il y a les gens qui tentaient de défendre jusque-là, donc en gros la personne qui a créé ce rapport. Et la personne qui a créé ce rapport, elle va aussi aller la voir. Et
Et en fait, toute cette dimension, c'est-à-dire le fait qu'elle soit pas dans l'action, qu'elle ne sache même à aucun moment ce qu'il y a dans ce rapport. Elle a juste vu la couverture du Times qui, selon les dires de Tom Hanks, n'a à peine raclé le couvercle de tous les papiers. Et prendre cette décision à ce moment-là, c'est vraiment avoir une conscience historique majeure de la situation, et la conscience historique majeure, c'est une femme qui l'a eue. Et on sent aussi que ça vient de son... on sent que c'est familial aussi, il y a son mari, elle a récupéré le journal à la mort de son mari, et on sent que l'importance que donnait son mari à la presse, elle en a hérité, et on sent que au-delà de tous les invités tous ces invités qui gravitent autour d'elle, ce qui compte par-dessus tout, c'est la photo de son mari qui est dans sa chambre, et qui est presque le symbole, enfin l'impulsion de sa prise de conscience de son devoir en tant que directrice générale du journal. On va donc conclure ici pour ce podcast sur Pentagon Papers, dernier film de Steven Spielberg. On vous remercie d'avoir été à notre écoute pour ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook où sont actualisées les critiques de chacun de nos rédacteurs, sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir des notifications à la sortie des prochains podcasts. On vous remercie encore. Merci à Nicolas Garcia. Merci à Anthony Morera, et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir.